L'humain a de tout temps essayé de s'arracher à la lenteur, en perfectionnant les moyens d'aller plus vite. On a rapidement compris que cette recherche de la vitesse, tant sur la Terre que dans le ciel, doit impérativement tenir compte de la sécurité. C'est pourquoi certains paramètres doivent être définis et respectés. L'avion trop lent s'écrase, l'automobile trop rapide risque d'en faire autant. Dans nos sociétés compétitives, la vitesse est devenue une composante essentielle de la mobilité. Tout le monde veut aller vite, mais avec la plus grande sécurité possible, tant pour soi que pour les autres. Il y a donc conflit entre ce désir d'aller toujours plus vite et les exigences de la sécurité. Les limites de vitesse, pourquoi on les fixe? On les fixe pour des questions de sécurité et de mobilité. La limite de vitesse permet d'informer les usagers d'une vitesse sécuritaire et ça permet de réduire les accidents. La limite de vitesse doit représenter, sous de bonnes conditions de circulation, un point d'équilibre raisonnable entre mobilité et sécurité. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'une bonne limite de vitesse est respectée par la majorité. Elle est en harmonie avec le milieu traversé et la conception routière. Le Code de sécurité routière prévoit à l'article 328 des limites de vitesse plafond ou maximum sur différents types de routes. Elles sont de 100 km/h sur autoroute, 90 km/h hors agglomération sur chaussée revêtue, 70 km/h hors agglomération sur chaussée non revêtue, c'est-à-dire en gravier, et de 50 km/h en agglomération. C'est important de se rappeler qu'est-ce que c'est qu'une agglomération au sens strict. Une agglomération, c'est un ensemble d'habitations qui forment une unité indépendamment des limites administratives. En plus de la limitation de la vitesse, bien d'autres facteurs viennent influencer le comportement des automobilistes. Nous avons l'habitude d'ajuster notre vitesse d'une manière sécuritaire et confortable en fonction des caractéristiques de la route empruntée. Une route large et rectiligne nous semblera ainsi plus permissive qu'une route étroite et sinueuse. La limite de vitesse, pour être respectée, doit d'abord être respectable. Il peut arriver qu'une limite de vitesse pour une route donnée se révèle inadéquate. Par exemple, lorsque l'environnement de la route s'est modifié ou alors quand l'écart entre la vitesse attendue, soit la vitesse que le conducteur devrait théoriquement respecter et la vitesse pratiquée, celle que le conducteur maintient en réalité, s'avère trop importante. À ce moment-là, une municipalité, une commission scolaire, un corps policier ou même des citoyens peuvent demander qu'une modification soit apportée à la limite de vitesse. L'article 329 du Code de la sécurité routière permet la formulation d'une telle demande. C'est le début d'un processus d'étude de limite de vitesse. Il s'agit d'une procédure revisée en 1993, adaptée aux nouveaux besoins par le ministère des Transports pour son réseau routier, afin d'uniformiser les modifications de limite de vitesse. Dans les étapes de la procédure de détermination de la limite de vitesse, il faut premièrement définir la zone sur laquelle portera l'étude. Quand on fait une étude de limite de vitesse, il est très important au début d'établir correctement le début et la fin de la zone homogène. Bon, une zone homogène, c'est par des caractéristiques physiques, dont la largeur de la chaussée, le nombre de voies, la largeur des accotements, même si les accotements sont pavés ou non, la largeur latérale, c'est-à-dire la distance latérale des résidences, la présence de trottoirs, de bordures ou de fossés, le nombre d'accès sur cette route, si c'est tout un ensemble, les résidences et les commerces, que c'est pas entrecoupé, c'est-à-dire soit par des champs, c'est vraiment un ensemble, ça fait un tout. On procède ensuite au relevé des vitesses pratiquées par les usagers de la route à l'aide d'un appareil radar. Ce relevé nous servira à calculer le centile 85. Le centile 85, c'est la vitesse en deçà de laquelle 85 % des usagers de la route circulent, ce qu'on définit comme étant le comportement des usagers. On doit effectuer le relevé des vitesses pratiquées lorsque les conditions climatiques et de circulation sont normales, c'est-à-dire durant la belle saison, par beau temps. On doit aussi utiliser un véhicule banalisé afin de ne pas influencer le comportement des usagers de la route. Une autre étape qui est très importante aussi lorsqu'on fait justement une étude de limite de vitesse, c'est de recenser tous les accès
que ce soit résidentiels, commerciaux et de fermes avec bâtiments, dans la zone justement qu'on étudie. Et avec un calcul, on trouve la densité pondérée au kilomètre. On complète ensuite notre étude technique en faisant une série de relevés sur le terrain, tels la largeur et le type d'accotement, la largeur et le type de chaussée, ainsi que l'éloignement latéral visuel moyen, toujours à partir de la ligne d'arrivée. Après la saisie des données recueillies, on passe au calcul du centile 85. Ce calcul est effectué à partir des relevés de vitesse faits plus tôt. À cette étape-ci, nous notons le débit journalier moyen annuel, soit le DJMA, qui est disponible notamment sur une carte appelée diagramme d'écoulement de la circulation. Ce sont des résultats de comptage effectués par le ministère des Transports sur l'ensemble du réseau routier, qui nous donne la quantité de véhicules qui circulent en moyenne par jour sur cette route. Mais que fait-on de tous les renseignements qu'on a réunis au cours de ces opérations? Pour une part, on les intègre au modèle sélectif de limite de vitesse. Ce modèle s'appuie sur 3 facteurs qui se sont avérés prépondérants. Pour l'utiliser, il suffit de répondre aux questions qu'il pose. Le centile 85, qui est la vitesse en deçà de laquelle 85% des usagers circulent, paraît en haut du tableau. C'est ce qu'on appelle aussi le comportement des usagers. Dans le modèle sélectif que nous prenons pour exemple, conçu pour une route à 2 voies, la première case correspond à un centile 85 inférieur à 60 km/h. Si tel est le cas, la limite de vitesse se trouve aussitôt déterminée au bas du tableau. Dans le cas contraire, il faut aller à la case suivante, dans laquelle il faut indiquer si le comportement des usagers se situe entre 60 et 70 km/h. Si la réponse est positive, on passe au second facteur du modèle, le DJMA, ou, rappelons-le, le débit journalier moyen annuel. Le modèle toujours nous interroge. Le DJMA est-il inférieur à 1000 véhicules? Selon que la réponse est positive ou négative, on se dirige vers l'une ou l'autre des cases réservées au-dessous, soit la densité pondérée d'accès, identifiée par le mot accès. Selon l'ampleur de cette densité, il est possible que nous ayons à préciser un peu plus le comportement des usagers avant d'arriver enfin au bas du tableau à la détermination de la limite de vitesse. Le tableau pris dans son ensemble pour une route à 2 voies va d'un centile 85 inférieur à 60 km/h à un centile 85 supérieur à 105 km/h. Pour ces 2 données, il détermine directement les limites de vitesse. Entre ces 2 extrêmes, le modèle peut sembler complexe, mais il nous propose des cheminements plutôt simples. Utilisons les données recueillies au cours des opérations réalisées plus tôt. Le centile 85, établi à partir des vitesses relevées au radar, est de 82 km/h. Il s'inscrit donc dans la 4e des cases supérieures du modèle, d'où il nous conduit, étant plus grand que 80 et plus petit que 90, à la case du dessous, où paraît le débit journalier moyen annuel. Celui-ci, de 3200, n'est pas inférieur à la valeur qui est affichée à cet endroit, soit 1000 véhicules par jour. La réponse négative nous mène à la case suivante, celle où doit être portée la mesure des accès. 38 accès par kilomètre, la mesure est supérieure à 30. Nous descendons donc vers une 4e case qui vise à préciser un peu plus le comportement des usagers. Est-il plus petit ou égal à 85 km/h? Oui, le 82 km/h que nous avons inscrit au tout début nous permet de répondre positivement à cette dernière question. La limite de vitesse 70 km/h est ainsi automatiquement déterminée. Remarquons que si la réponse à cette question avait été négative, le modèle nous aurait dirigé vers une autre case commandant une étude de sécurité. Dans certains cas où l'écart entre la vitesse pratiquée et la vitesse attendue est trop grand, une étude de sécurité s'avère nécessaire. L'expérience démontre que les usagers ont peu tendance à modifier leur comportement à la suite d'une réduction de vitesse affichée. Il faut aborder le problème différemment. Tout d'abord, réaliser une étude plus approfondie du site pour ensuite concevoir des aménagements susceptibles d'inciter le conducteur à réduire sa vitesse, comme la suppression d'accotements au profit de bordures de rue ou l'aménagement de trottoirs. Chaque cas rendu à ce stade doit être traité de façon particulière. En bref, l'application de la procédure de détermination de la limite de vitesse est un travail complexe, mais bien articulé. Au cours de cette procédure, chaque élément pertinent est considéré pour un site donné. Tout cela est fait dans un but précis, assurer une plus grande cohérence des limites de vitesse pour l'ensemble du réseau routier québécois.
En rendant ces limites plus crédibles, l'écart entre la vitesse attendue et la vitesse pratiquée est réduit, assurant ainsi plus de sécurité sur nos routes.